Salut tout le monde, bienvenue à notre épisode de C'est quoi ta spécialité? Aujourd'hui, on a reçu Dr Anastasio, qui est généticiste à l'Université de Sherbrooke. Puis là, aujourd'hui, vous allez entendre une voix ou voir un visage que vous connaissez pas autant, parce qu'Ariane Saint-Denis, elle a eu la générosité de remplacer Anne-Sophie, qui avait un petit empêchement aujourd'hui, là. Puis elle a super bien fait ça, là. Fait que ça change rien pour vous, là, à l'épisode. Puis Harry, qu'est-ce que t'as aimé de l'épisode d'aujourd'hui? Oui, bien, premièrement, merci de m'avoir réinvité. Je suis bien contente d'avoir participé à cette discussion-là. Puis dans le fond, j'ai vraiment appris beaucoup sur la génétique, qui est comme une spécialité à laquelle on est vraiment moins exposé. Fait que ce que ça m'a dit un peu, c'est que c'est vraiment important d'aller comme explorer, parce que c'est ça, il y a des spécialités auxquelles on est moins exposé, même quand on fait nos rotations de base, là. Donc, ce qu'elle nous conseillait, c'était vraiment de ne pas hésiter, puis d'avoir le courage un peu d'aller explorer, même si c'est juste pour une demi-journée, des spécialités qui sont un peu moins connues, puis qu'on peut vraiment avoir des belles surprises, je pense, là, si on fait ça. Ouais, vraiment. Fait qu'on a vraiment appris à bien connaître la génétique avec cet épisode-là. Fait que enjoy! Bon épisode! On aimerait prendre un petit moment avant l'épisode pour remercier nos commanditaires Archer, qui nous commanditent maintenant pour la 3e saison d'affilée. C'est pas rien. Ouais. Donc, Archer, c'est une firme de finance qui est vraiment spécialisée en les étudiants en médecine puis pour les médecins. Donc, qui offre un service qui est clé en main, qui est simple, qui vous permet d'avoir un premier rendez-vous gratuit. Donc, en bref, si vous avez des questions, c'est vraiment la place où aller. Ils savent de quoi ils parlent. Ouais, puis les rendez-vous sont gratuits pour les étudiants en médecine. Fait que pour vrai, tu sais, prends ton rendez-vous, le lien est en dessous de la vidéo, puis ils vont répondre à toutes tes questions sur comme la marge de crédit, les prêts et bourses, les placements que tu aimerais peut-être faire. Fait que envoie-leur un petit message. Merci Archer. Bien, merci, Dr Anastasio, d'avoir accepté notre invitation. De rien. Je suis toujours excitée de discuter la génétique médicale. Ouais. Puis vous, ça a été quoi votre parcours, dans le fond, vers la médecine? Est-ce que ça a été direct ou... Non, c'était un peu long, on va dire. Alors, quand j'étais comme en école secondaire, j'avais toujours l'intérêt en médecine. Et après, j'étais à Cégep. Et j'ai eu beaucoup de difficultés à Cégep. La transition était difficile. J'étais dans une classe avec des personnes beaucoup plus fortes que moi, on va dire. Alors, le rêve est peut-être disparu pour un peu. Je dis, OK, peut-être c'est pas possible. J'ai entré en anthropologie à Concordia pour une année. Mais j'ai réalisé, non, la science est pour moi. J'aime beaucoup la biologie. Alors, j'ai fait le transfert à biologie, transféré à McGill. Je fais mon bac là. Et je ne savais pas trop quoi faire après. Alors, il y avait une opportunité pour faire des petites études pendant l'été. Alors, j'ai trouvé un superviseur, Dr. David Rosenblatt, qui est à McGill. Et après, j'aimais beaucoup ce que j'ai fait avec lui. Alors, j'ai décidé de faire ma maîtrise avec lui aussi sur les désordres de métabolisme de la vitamine B12. Alors, très spécifique. Okay. Ouais, quand même. Et lui, il est en fait généticien médical. Alors, ça, c'était la première fois que je savais même que c'était une spécialité. Je trouve que, j'espère que c'est différent maintenant, mais quand j'étais à Cégep, c'était vraiment comme, il y avait comme docteur, infirmière, avocat, c'était vraiment comme des choses spécifiques. Il n'y avait pas comme un peu plus d'informations, alors conseillère en génétique, choses comme ça. Mais quand j'ai réalisé que la génétique médicale, je pouvais faire la génétique, que j'adorais, et médecine, j'étais comme, oh, OK, je dois faire ça. Alors, j'ai réussi à entrer en médecine et c'était jamais un questionnement pour moi. Je voulais toujours entrer en génétique, ce qui était un peu différent. D'habitude, les personnes veulent choisir des choses un peu plus communes. Alors, j'étais vraiment la seule dans ma classe qui avait ce intérêt spécifique. Alors, tout ça, c'était à McGill. J'ai entré en médecine à McGill. J'ai fait ma résidence à McGill aussi. Alors, la résidence, c'est 5 années. Les premières 2 années, on fait beaucoup de pédiatrie, beaucoup de médecine interne. On fait neurologie, dermatologie, plein de choses comme ça. Et après, en 3e année, vraiment, on commence en génétique. On fait tout ça pour 3 années et on passe par tous les sous-spécialités de la génétique. On fait même des stages labo, moléculaires, cytogénétiques et biochimiques. Et on
oncogénétique, on fait adulte, pédiatrique, prénatal. On fait vraiment le tour. Et on fait aussi des stages de conseil en génétique parce que ça fait une large partie de ce qu'on fait aussi. Et après, j'ai fait mon fellow alors, il y a le Collège canadien des médecins généticiennes. Et il y a un programme pour laboratoire. Alors, ici au Québec, c'est un peu différent. D'habitude, c'est un programme qui est ouvert à les médecins, mais aussi les doctorats. Et la plupart des personnes qui font ce programme au restant du Canada, c'est vraiment, et même au Québec, c'est les doctorats. OK. Et alors, j'ai décidé de faire ça. Et ça donne un aspect un peu différent à mon travail parce que j'ai aussi cet aspect labo. Alors, l'interprétation et tout ça. J'ai parti, pour mon fellow, je l'ai fait officiellement à McGill, mais pour 6 mois, j'avais l'opportunité d'aller à Boston. OK. Pour 6 mois, travailler avec le laboratoire de médecine moléculaire qui est affilié à Harvard. C'était vraiment différent d'être aux États-Unis et de travailler dans un milieu comme ça. Et j'ai retourné, plein COVID, j'ai retourné de Boston le 28 février 2020. Oh! Alors, juste sous la ligne de gomme. Oh non! Et oui, alors, j'étais chanceuse. Et j'ai commencé, alors j'ai fini mon fellow en mai 2021 et j'ai commencé à travailler à Sherbrooke en 2021, juillet. Puis, dans le fond, c'est ça, vous avez dit qu'en génétique, il y a la génétique médicale, mais il y a d'autres branches de génétique qu'on n'a pas nécessairement besoin d'être médecin. C'est quoi un peu la différence entre... Oui, alors pour être médecin, on est médecin, on voit les patients, on fait les diagnostics et tout ça, mais il y a aussi beaucoup de voies, pas parallèles, mais il y a beaucoup de différents travail qu'on peut avoir en génétique médicale. Alors, pour le CCMG, alors le collège, maintenant, c'est un programme de 3 années en cytogénétique, alors l'étude des chromosomes et moléculaire, qui est comme l'interprétation des variations, le séquençage et tout ça. Alors, c'est un programme de 3 années et on peut faire ça d'un doctorat. C'est comme un postdoc et c'est vraiment des professionnels de laboratoire. OK. Et alors, nous, on travaille avec eux dans le laboratoire et ils font les validations des tests, ils font des interprétations des variations, on travaille ensemble. C'est vraiment, particulièrement en Sherbrooke, je l'aime beaucoup parce qu'on travaille beaucoup avec, on a Dr. Fleischer-Fortin, elle est doctorant et elle a fait sa spécialité en cytogénétique. Il y a Serge Gravel, il a sa spécialité moléculaire. On a les bioinformaticiens. Et on travaille... Et alors, ça, c'est l'aspect labo. Il y a aussi l'aspect conseil. Alors, il y a un autre... On travaille très, très proche avec les conseillers en génétique. Alors, ça, c'est une maîtrise de 2 années après le bac. Et eux, ils font... ils travaillent avec des patients et ils font le conseil, ils prennent l'histoire familiale. C'est vraiment très impliqué avec les patients. Et il y a aussi, dans les États-Unis particulièrement, beaucoup de les conseillers en génétique vont travailler avec les laboratoires et vont être des conseillers de labo. Alors, ils vont faire l'interprétation, ils vont parler aux patients qui ont fait des tests et tout ça. On travaille aussi avec les nutritionnistes. Alors, les nutritionnistes pour les maladies métaboliques. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu les maladies métaboliques. Ça, c'est vraiment il y a beaucoup. Je ne sais pas si vous avez vu tous les voies métaboliques qu'on a dans la cellule. C'est assez intense. Alors, on peut avoir des problèmes dans presque tous ces voies-là. Alors, et il y a certaines de ces maladies où on peut traiter avec une diète. Alors, par exemple, la phénylkétonurie. Alors, avec une diète qui presque élimine la phénylalanine et les protéines et tout ça, on peut vraiment changer le prognostic pour ces maladies-là. Alors, on travaille avec une nutritionniste. Nous, à Sherbrooke, on a une infirmière qui travaille avec nous en prénatal. Désolée, je pense que c'est moi. C'est pas de problème. Mettre sur mute. Oui, désolée. Pas de problème. Et voilà. Alors, oui, alors il y a beaucoup d'opportunités en génétique si les 9 années
de école et pas pauvre. Ouais, c'est ça. Mais quand même, un doctorat, c'est quand même un millier d'années aussi. Ouais, aussi, c'est pas tant plus court que de devenir médecin, finalement. Mais il y a beaucoup de façons de travailler dans le milieu. Mm-hmm. On travaille beaucoup on a des techniciennes aussi au labo et tout ça. Alors, c'est vraiment, il y a beaucoup de choses Ouais, à puis c'est faire. beaucoup de travail d'équipe aussi avec d'autres... Mais nous, comme médecins, on fait le traitement, on fait le diagnostic, les examens physiques. On voit beaucoup de patients. OK. Ouais, c'est ça, beaucoup de temps avec les patients. Puis qu'est-ce que vous aviez aimé particulièrement de la génétique quand vous aviez fait votre maîtrise? Qu'est-ce qui vous a poussé à justement aller faire votre médecine et tout ça? C'était tellement différent. Et c'est quelque chose que... Je sais pas, c'est des maladies tellement rares et beaucoup de temps, les patients n'ont pas une voix. Parce que c'est très, très rare d'avoir ces maladies-là. Et des fois, c'est comme 1 dans 1 million, 1 dans 20 millions, c'est très rare. Et on est capable de trouver la réponse pour eux. Aussi, je trouve que c'est un peu un mystère, des fois, tu es comme un Sherlock Holmes, un peu, parce que tu vois quelqu'un et ils ont des dysmorphies, ils ont peut-être une déficience intellectuelle. Tu essaies de mettre toutes les pièces ensemble pour trouver le diagnostic à la fin. Et aussi, c'est un type de spécialité maintenant qui change très, très vite. L'accès qu'on a aux tests diagnostiques maintenant, c'est comme complètement différent de même quand j'étais dans mon bac, c'est complètement différent. Et ça change à chaque année. Alors maintenant, on a accès. Avant, c'était comme, OK, on faisait comme un gène à la fois où on n'avait même pas accès à le test. C'était un diagnostic clinique. On ne peut pas le confirmer. Le patient a quand même certains traits qui fit, mais je ne peux pas le confirmer parce que c'est tellement coûteux de faire le test. Maintenant, on peut faire comme l'exome entier, alors toutes les portions codantes de le génome, on peut faire le génome entier. Et c'est tellement... Je peux avoir un génome complète dans comme 2-3 semaines. Exome complète dans 2-3 semaines. Et ça, c'est comme incroyable. Le premier génome, je ne sais pas combien d'années ça a pris, mais ça a pris des années, des années. Wow, okay. Et maintenant, dans quelques semaines, on a ça. Et on trouve que beaucoup de les maladies génétiques qu'on connaissait sont maintenant un spectrum. Parce qu'avant, on diagnostiquait juste des personnes qui avaient tous les traits cliniques qu'on connaissait, qui étaient décrits dans la littérature. Et maintenant, on voit que presque toutes les maladies génétiques sont vraiment un spectrum et qu'il y a des personnes qui présentent sur la côté vraiment légère, qu'ils ont peut-être une petite déficience intellectuelle, un TSA, quelque chose comme ça, quelques dysmorphies, mais quand tu les vois, tu ne penserais jamais que c'est ce syndrome-là parce que, typiquement, ils sont comme ça. Alors maintenant, les connaissances, chaque mois, on a plus et plus de connaissances. Et maintenant, on a au moins des choses à faire. Alors, beaucoup de personnes pensent que la génétique est un peu déprimant parce que qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, on ne peut pas changer l'ADN. Ouais. On ne peut pas changer l'ADN pour le moment. Mais quand même, on peut offrir des diagnostics. Alors, juste le fait de donner un diagnostic pour des familles, c'est tellement précieux. Ouais. Comme juste cette semaine, on a trouvé un diagnostic pour un petit garçon et la mère était comme tellement excitée d'avoir finalement une réponse pour pourquoi il a tous ces petites malformations-là. Je ne peux pas le changer. Il a toujours ces malformations, mais au moins, on sait le pourquoi. Et on sait que c'était une mutation qui est apparue juste chez lui. Alors, il n'y a pas de chance que ses autres enfants soient atteints, que si elle a des autres enfants, pas de risque pour les autres membres de la famille. Alors, on peut vraiment aider la famille. Pour l'oncogénétique, avec par exemple le BRCA1, BRCA2, maintenant, on trouve ces personnes-là, on a des surveillances à faire, on a des interventions, on peut faire des mastectomies, des autres chirurgies préventives. Ouais. Alors, on peut vraiment changer leur vie et enlever un peu la peur de développer un cancer. En prénatal, on est capable de diagnostiquer avant que le bébé est né, les personnes peuvent faire leurs décisions, ils peuvent avoir toute l'information qu'ils ont besoin. Et des fois, on va trouver des choses qui ont un traitement. Comme j'ai dit, les maladies métaboliques, c'est rare, mais quand même, des fois, il y a des types de convulsions en néonat qu'ils sont traités avec une vitamine. Ouais. Alors, ça peut changer vraiment des choses. Et
c'est comme vraiment une spécialité d'un peu n'importe quoi. Là, je vois des bébés, je vois des personnes âgées, je vois des adultes, je vois des personnes enceintes. Des fois, on voit la famille et on doit gérer s'il y avait un décès dans la famille. Est-ce qu'on peut avoir le tissu pour faire le test sur le tissu? Alors, c'est vraiment variable. Chaque journée est différente et dans une clinique, on peut voir comme n'importe quoi. Puis, dans le fond, c'est ça, vous avez fait la génétique avant, puis Oui. c'est ça qui est vraiment comme... Vous aviez déjà le goût de faire ça en rentrant en médecine, parce qu'on n'est pas tant exposé que ça. T'sais, on a quelques cours, mais puis même dans les rotations obligatoires, je veux dire, ça n'arrive pas si souvent que ça qu'on a un patient avec une condition génétique quelconque. Est-ce que vous pensez que vous auriez quand même été intéressé par ça, ou bien de la façon que le programme est structuré, c'est comme difficile d'attirer le monde vers la génétique? C'est quoi comme votre... Je pense que c'est vraiment difficile d'attirer les personnes parce que c'est tellement étrange, on va dire comme spécialité, tellement spécifique. Et on a seulement un certain nombre de stages électifs qu'on peut faire. Et de mettre 4 semaines dans un stage où on ne connaît pas beaucoup, on n'a pas eu d'exposition, je pense que c'est beaucoup. C'est difficile à dire oui, au lieu de faire chirurgie, je vais faire génétique pour 4 semaines. Et je ne sais même pas si je l'aime. Je pense que la chose qui est étrange est qu'on n'a pas plus d'exposition à la génétique. Parce que chaque spécialité touche sur la génétique. Oui, c'est ça. Et pédiatrie, on va partager beaucoup de cas. Nous, par exemple, la plupart des fois, beaucoup de fois, on va faire le diagnostic, mais ce n'est pas nous qui vont faire le suivi à long terme. C'est les pédiatres, c'est les neurologues et tout ça. Les neurologues, je pense qu'ils savent. Il y a beaucoup de chevauchements entre nos patients. Alors, je pense qu'ils sont une des spécialités plus au courant. Mais justement, dans les maladies métaboliques et tout ça, on demande le panel métabolique. Exact. Alors, neurologie, mais même en médecine interne, maintenant, parce qu'on a des traitements, on a des interventions à faire, nos patients, maintenant, ils survivent jusqu'à l'âge adulte. Et même en médecine interne, on les voit. Pendant ma résidence, j'avais un karma vraiment intense. J'étais toujours à l'urgence avec nos patients métaboliques. Et j'étais très souvent à l'urgence adulte. Et je me souviens, un urgentologue m'a venu me voir. Il était comme, je savais même pas que ta spécialité existait. Et maintenant, tu es toujours ici. J'étais comme, oui, je sais. Je suis pas contente que je suis toujours ici. Mais c'est important parce que nos patients, ils survivent maintenant. Et aussi, on a les oncologues. Alors, les oncologues, eux aussi, ils savent quand envoyer à nous. Mais il y a beaucoup de spécialités. Je vois, on fait des cliniques cardiogénétiques. Alors, les cardiologues pour les cardiomyopathies hypertrophiques, les arthropathies. On voit beaucoup de patients adultes, aussi endocriniennes, les hyperparathyroïdies, choses comme ça. Alors, je pense que c'est quelque chose que, même si ce n'est pas commun dans votre spécialité choisie, vous allez toujours voir ces patients-là. Alors, je pense avoir une base de génétique. C'est très important parce que dans le futur, ça va être beaucoup de tests comme ça. Et ça va être comme presque tout le monde qui va avoir des tests génétiques. Je pense que c'est possible qu'à un certain point, déjà, on peut demander les tests. Il y a des personnes qui peuvent aller directement à les compagnies et demander les tests, par exemple, les tests de porteurs pour prénatal. Des personnes peuvent payer comme $500 et avoir les résultats pour dire qu'ils sont porteurs de certaines mutations dans certaines gènes. Alors, même comme médecin de famille, ça va être quelque chose que je pense les personnes sont comme exposées à ça. Alors, je pense que c'est vraiment important d'au moins comprendre un peu qu'est-ce qui se passe dans la génétique, quels sont les tests et quels sont les tests et qu'est-ce que ça veut dire. Parce que ça aussi, on a des cas où des tests ont été faits, quelque chose comme ça, et il y a une malcompréhension de la test, de leurs résultats. Et on essaye de voir tout le monde, mais on est seulement comme une 40aine de généticiens au Québec. Ouais, c'est peu. Et les listes d'attente sont longues. Ah ouais? Oui. Et c'est pas possible de voir tout le monde. Alors, si tout le monde a un peu plus d'expérience avec les tests génétiques, plus capable à comprendre, peut-être, parce que pour maintenant,
une des choses qui est difficile est que pour avoir accès aux tests génétiques, des fois, on doit voir un généticien. Et si la liste d'attente est comme 5 années, ça va être très, très longtemps avant qu'on a cette test-là. Alors, je pense que pour éliminer cette barrière, les autres spécialités doivent être plus conscientes de les tests génétiques. Et je pense que ça arrive. Comme j'ai dit, on a beaucoup de spécialités qui sont très, très au courant de ce qu'on fait en génétique et ils sont à l'aise à demander les tests, les micropuces, les choses comme ça. Alors ça nous aide parce que on est plus capable de gérer la liste d'attente de cette façon-là. Il faut que ça soit rendu comme, plus wide, un peu les spécificités, justement, que tout le monde soit capable de bien comprendre, qui référer puis interpréter. Je pense que le problème est que les personnes ont peur de la génétique. Ils pensent que c'est très, très difficile, c'est très compliqué, mais... Oui, j'ai une biais parce que ça fait comme 20 années que je suis dans la génétique. C'est ça, pour vous, c'est facile. Mais c'est vraiment de comprendre les choses de base, c'est pas si compliqué que ça. Je pense que ça vaut la peine de vraiment être présent dans des écoles de médecine et d'avoir plus de cours pour ça. Puis là, justement, vu que plus tôt, vous disiez qu'on est passé de pouvoir faire un génome sur des années à maintenant quelques semaines, est-ce qu'on est capable de bien interpréter ce nombre de data-là qui est quand même grand? Là? Ça, c'est une excellente question. Alors, ça, c'est vraiment la chose qui prend plus longtemps. Le séquençage elle-même, ça prend le wet lab, quand on fait les pipettes et tout ça. Ça, c'est comme 1 semaine, à peu près, dépendamment le test. Et il y a la bioinformatique qui joue un rôle. Alors, le séquenceur, les données... Il y a comme la boîte noire de bioinformatique. Je ne suis pas bioinformaticienne, je ne comprends rien. Je sais que ça entre dans le pipeline de bioinformatique. Et dans ce pipeline, il y a comme un nettoyage de les données, les duplicata et tout ça, ils sont enlevés. Et on a beaucoup de... ressources sur l'Internet. Alors, il y a beaucoup de sites web qui nous aident à interpréter les choses. On a notre génome de référence et on fait une comparaison entre ça. Il y a une base de données qui a fait le séquençage de les milliers de génomes chez des personnes en santé. Alors, ça, on utilise comme référence. Il y a une autre référence qui est ClinVar, qui utilise les données des autres labos. Alors, les autres labos peuvent mettre leurs données là, dire, OK, ça, c'est l'interprétation de cette variation-là. Pourquoi je l'ai interprétée comme ça? Alors, ça s'appelle ça. On a notre propre base de données. À Sherbrooke, on a une population assez homogène. Alors, on voit les mêmes choses assez fréquemment. Et tout ça entre dans ce pipeline et nous, on reçoit à la fin les variations. Ouais. Alors, quand on fait un génome ou un exome, on peut avoir 20, 60 000 variations. Mais la plupart sont bénignes. Alors, on est capable de trier ça directement. On a des règles pour interprétation. Alors, le Collège américain des médecins généticiens, eux, ils ont fait des règles pour comment interpréter des variations. Mais ça, c'est pour les variations codantes. Pour les variations non codantes, et ça, c'est la plupart de notre génome, seulement 3% de notre génome est codant. Alors, pour tout le reste, on n'est pas là encore. Okay. Il y en a certaines variations qu'on comprend très bien, qui sont dans les introns, les régions non codantes, mais la plupart, on n'est pas capable de gérer ça encore. Alors, même quand on suspecte vraiment quelque chose génétique, des fois, on n'est pas capable de trouver la variation. Soit parce qu'on n'est pas capable de trouver la variation, parce que on n'est pas capable de soit séquencer cette région ou pas capable d'interpréter, ou il y a toujours des autres gènes qu'on ne connaisse pas encore. Ouais. Alors, on sait le rôle de plusieurs gènes, mais il y a plein de gènes qu'on ne sait pas leur rôle. Ouais. Et ça va prendre des années pour... Maintenant qu'on a accès à toutes ces données-là, c'est vraiment de prendre ces données et essayer d'établir des choses. Et il y a des consortiums, il y a plein de personnes qui travaillent sur ça. Et nous aussi, on fait l'interprétation de nos exomes et tout ça, et on regarde des gènes qui potentiellement ont un lien avec quelque chose, mais ça prend beaucoup des études, des choses comme ça. Alors, c'est vraiment un travail global. Tout pour dire que c'est pas 100%. Ouais. Alors, on a beaucoup de données et
on espère qu'on peut trouver... Des fois, on va le faire en trio, alors avec les parents aussi. Alors, on utilise les parents, par exemple, pour interpréter l'enfant. Ouais. Mais c'est pas 100%. Notre taux de détection, c'est pas 100%. Ouais. Même quand on a un diagnostic clinique de quelqu'un, des fois, on n'est pas capable de trouver la variation causale. Oui, puis c'est ça. Puis ça, on en découvre tellement beaucoup rapidement et dernièrement que c'est pas parce qu'on n'en trouve pas un maintenant que dans 10 ans, par exemple, il n'y en aura pas. Là, et c'est ça qu'on dit à nos patients quand on fait nos consentements, parce Ouais. qu'on fait toujours un consentement très éclairé de les tests génétiques, parce que particulièrement quand c'est des grosses études comme les exomes, les génomes, on a des variations incertaines, on a des résultats positifs, mais il y a aussi les trouvailles fortuites. Ça, c'est quelque chose pas lié à la raison qu'on a fait le test, mais qui a les conséquences pour la santé, par exemple, les risques de tumeurs, choses comme ça. Alors, ça doit être très clair. Mais nous, dans le consentement, on dit nos données peuvent changer dans le temps. Notre interprétation peut changer. Juste cette semaine, j'avais un résultat l'année passée pour un monsieur. C'était une variation incertaine. Et la compagnie qui a fait le séquençage a retourné un résultat pour dire « maintenant, c'est probablement pathogénique. » OK. Alors, ça change avec le temps. Alors, les patients sont toujours encouragés à nous revoir dans quelques années pour réévaluer les données. Et on a toujours, par exemple, on voit des patients très souvent oncogénétiques qui ont été vus, ça fait comme 5 années, 10 années. Et maintenant, on a beaucoup d'autres gènes à tester. Avant, c'était BRCA1, BRCA2. Et maintenant, on a comme 13 gènes liés à cancer du sein qu'on fait ici. Alors, des choses peuvent changer très vite et on les encourage tout le temps à venir nous voir. Alors, c'est vraiment une relation à long terme. Ça doit être fou de recevoir une lettre comme ça, d'être comme « Oh mon Dieu, maintenant on a la réponse, rappelez ce patient-là. » Oui, c'est ça. C'est stressant, mais c'est aussi fun parce que c'est comme « on l'a trouvé, you know? » Alors, même pour des familles qui cherchaient pour des années et des années, on a des patients que le bébé a été testé en prénatal. On avait une suspicion de quelque chose et maintenant, je vois la fille, elle a 5 ans et j'étais capable de trouver la variation parce qu'on a un nouveau gène ajouté au panneau. Alors, on a pu trouver ça et sa mère était atteinte aussi. Alors, il y a toutes ces conséquences-là qu'on peut vraiment aider une famille. Puis dans le fond, c'est ça, là, ça sonne, il y a beaucoup d'interprétations, beaucoup de travail de labo, de collaboration avec d'autres mondes et tout ça. Ça sonne comme beaucoup de temps. Fait que, mettons, c'est quoi la proportion de temps, justement, que ça prend à faire les labos, interprétation, tout ça, versus le temps que vous passez vraiment avec les patients? Parce que de mon peu d'expérience que j'ai eu en génétique, mettons, justement, c'était comme le neurologue ou bien le pédiatre qui va faire le suivi après. Fait que vous, ça ressemble à quoi, l'interaction avec les patients que vous avez? Alors, pas tous les généticiens vont faire le labo. Ça, c'est une chose. Alors, il y a beaucoup de personnes, alors, on fait beaucoup d'enseignement, on fait beaucoup de... Moi, j'aime l'enseignement, alors j'ai choisi de faire beaucoup d'enseignement. Il y a des autres généticiens qui font beaucoup de recherche. Alors, leur temps est clinique recherche. Et c'est vraiment une sous-population, on va dire, des généticiens qui font le labo. Alors, pour moi, en ce temps-ci, maintenant, il y a l'idée au Québec maintenant, c'est de, au lieu d'envoyer les tests hors Québec, on a l'expertise ici au Québec. Alors, l'idée, c'est de repatrier tout ici au Québec. Alors, on fait les tests à Sherbrooke. On fait, par exemple, l'oncogénétique. Alors, on a des panneaux colorectal, sein, ovaire, gastrique, pancréas. Ça, on fait in-house, alors dans notre labo. Et pour les plus grands panneaux, alors pour déficience intellectuelle, polymalformatif, on envoie les échantillons à Sainte-Justine. Eux, ils vont faire le séquençage là et on reçoit les données. Et nous, on fait l'interprétation. Alors, ça dépend la semaine, honnêtement. Alors, cette semaine, par exemple, la semaine passée, alors j'ai eu 2 cliniques. Une clinique qui était juste des suivis et j'avais comme 7 résultats positifs à donner. Alors... j'ai fait un après-midi juste des suivis. Et après, jeudi après-midi, j'avais une clinique pédiatrique où j'ai vu comme 3 patients. C'est ça aussi qui est important de savoir. En génétique, on prend beaucoup de temps avec nos patients. Alors, on n'est pas si restreint que dans d'autres spécialités qu'on doit voir à 15 minutes quelqu'un. Moi, je prends comme 45 minutes. J'avais un patient jeudi que
j'ai commencé avec l'enfant et tout à coup, je prends l'histoire familiale et la mère, elle a plein d'histoires familiales de cancer du sein. Alors, c'était comme une autre piste. Alors, je dois gérer les deux maintenant. OK. Alors, on a fait la consultation pour la mère à la même fois. OK. Alors, ça a pris un peu plus de temps. Ça m'a pris J'imagine. une heure quelque chose parce que maintenant, j'ai les deux à gérer. Alors, on a beaucoup de temps avec nos patients et on établit bien... Je l'aime beaucoup parce qu'on établit vraiment une relation avec eux. Parce que au Québec, on a un problème avec les médecins de famille, alors il n'y a pas assez. Alors, des fois, c'est vraiment difficile. Des patients vont soit pas avoir un médecin de famille et s'ils ont une mutation en BRCA1, OK, quelqu'un doit le gérer, alors on va le gérer. On va essayer de leur envoyer en chirurgie, toutes choses comme ça. C'est vraiment difficile de trouver, même avec une mutation comme clairement pathologique, avec un risque de 80% d'avoir un cancer du sein. Ça change pas les choses pour avoir un médecin de famille, des fois. Alors, et des personnes perdent leur médecin de famille. Alors, je dis toujours à mes patients, je planifie d'être ici pour au moins 20, 30 années. Alors, j'espère que le numéro va pas changer, mais vous pouvez toujours me recontacter si vous perdez votre médecin de famille et tout ça. OK. Et j'ai hâte à le moment... je sais pas hâte, mais je donne des diagnostics, moi, chez les enfants. Alors, j'attends le jour où je vais le voir en prénatal, qui sont enceintes. Ben oui! Et qu'on doit gérer ça aussi. Ouais. Alors, c'est vraiment quelque chose à vie. Alors, mais maintenant, avec le rapatriement et tout ça, on fait beaucoup de labos. OK. Alors, et comme on fait des génomes avec une étude ici au Québec, et un génome peut me prendre comme une demi-journée. Comme Oh, vraiment wow, ça. OK. Bien fouillé, je suis un peu comme OCD quand je regarde les choses. Alors, je fais de les différentes façons, je trie de les différentes façons. Et après, quand tu trouves quelque chose, tu dois vérifier l'interprétation. Est-ce que c'est fiable? Est-ce que tu penses que c'est vraiment pathologique ou non? Alors, ça peut prendre beaucoup de temps. Alors, maintenant, je dirais que c'est 50-50. Il y a toujours des suivis qui entrent. J'ai une pile comme ça sur mon bureau de les résultats que je dois te donner. Et je pars en vacances la semaine prochaine, alors je suis déjà comme trop stressée pour ça. Alors, il y a toujours des choses là à gérer. Alors, je dirais 50% pour moi en OK. particulier. Ouais. Mais ça change pour chaque personne. J'aime faire beaucoup d'enseignements. Ouais. Alors, maintenant, il n'y a pas grand-chose qui arrive pendant l'été, alors c'est un peu plus calme, mais pendant... j'enseigne dans un cours de biochimie de mon collègue, alors biochimie génétique, alors j'enseigne quelques cours là, je suis impliquée dans le... Ça, c'est un bac. Dans le pré-doc, j'essaie d'enseigner beaucoup dans les cours de médecine. Et on a toujours les résidents aussi. On a des résidents de labo. Alors, les résidents d'hémato, onco, de patho, ils viennent faire des stages avec nous pour mieux comprendre les tests qu'on réalise dans notre labo. On a des résidents en pédiatrie, en pédiatrie, obstétrie, alors, et des externes et tout ça. Alors, il y a toujours quelque chose à faire. Et chaque jour, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que chaque jour est complètement différent. Et chaque clinique est complètement différente. OK. Alors, chaque jour est un peu une surprise. Moi, je trouve ça intéressant de peut-être qu'on digue un peu dans l'aspect justement familial, tu sais, de la génétique. Je dirais, j'ai l'impression que c'est comme une des seules spécialités que des fois, on trouve quelque chose qui a un impact direct là, sur toute la famille. C'est comment de gérer ça, puis tu sais, les aspects plus positifs ou négatifs de ça. Oui, alors, c'est toujours un peu stressant parce que il y a des éthiques et tout ça à considérer pour le partage d'informations. Ça ne m'a pas arrivé très souvent que les personnes ne veulent pas partager les données. D'habitude, ce qu'on fait, quand on trouve un positif, par exemple, d'habitude, en cogénétique, on va trouver quelque chose et on leur donne une lettre de famille qui décrit la mutation. Et les personnes qui ont cette lettre, ils n'ont même pas besoin d'une consultation pour nous voir. Il y a le numéro de téléphone à la base de la page. Ils peuvent nous appeler directement, dire « Il y a cette mutation dans ma famille, je veux la tester. » Et on va les voir. Des fois, comme hier, j'ai fait un diagnostic cette semaine et la madame m'a appelée et il y avait son père à côté d'elle et elle voulait tester la mère et sa sœur aussi. Alors, comme j'ai tout géré à la même fois, j'ai envoyé plein de requêtes et on a discuté tout ça. Alors, des fois, ça devient comme très, très large, mais tu dois penser à toutes les personnes que je peux aider. Et des fois, des familles sont très, très grandes.
Et ça devient très intense. On a des familles de syndrome de Lynch où il y a comme 13 frères et sœurs. Et comme tout le monde dans le groupe va voir un de ces personnes-là. Alors, et j'ai comme quelques comme noms de famille qui répètent dans ma liste des patients assez fréquemment. Et on sait déjà, c'est la mutation MSH6, par exemple. On sait que c'est cette famille-là. Alors, mais des fois, c'est toujours leur choix de partager les informations. Alors, des fois, ça pourrait devenir très difficile quand une personne ne veut pas partager quelque chose. Ça, comme j'ai dit, je n'ai pas eu cette expérience encore. La plupart des fois, on essaie de notre mieux de convaincre les patients que c'est très important qu'ils discutent avec leur famille. Mais des fois, c'est juste pas possible. Ils perdent contact, ils sont dans un autre pays, tout ça. Alors, on met beaucoup de responsabilités sur le patient, la patiente dans ce cas-là. Si on est toujours ouvert à aider, à contacter des personnes, si par exemple ils disent « Moi, je ne veux pas discuter avec cette personne-là, mais vous pouvez l'appeler. » C'est un peu étrange d'appeler quelqu'un. On ne préfère pas parce que c'est vraiment comme un peu un choc et ce n'est pas vraiment idéal de juste parler à quelqu'un. On demande qu'eux, ils nous appellent et que d'habitude, c'est comme ça qu'on gère les choses, que c'est vraiment la famille qui communique avec nous et qu'on partage les données avec la lettre et c'est comme ça qu'on fait. C'est vraiment la façon plus facile et ça marche quand même assez bien. D'habitude, on va avoir beaucoup de réponses et tout le monde va nous appeler. Il y a des personnes qui ne veulent pas savoir aussi. Alors, on a des personnes qui savent qu'il y a une mutation familiale dans la famille, ils ne veulent rien savoir. Pour eux, des fois, c'est lié à les assurances. Alors, ils ne veulent pas risquer la chance qu'ils ne vont pas avoir certaines assurances. On avait des personnes qui font des voyages chaque année. Ils disent, je ne veux rien savoir, je ne veux pas être suivie parce que je veux mes assurances de voyage à chaque année. Et ça va. Il faut suivre les priorités des gens. Exact. Et documenter pour vous. Ouais, c'est ça. Puis j'imagine que de devoir justement investiguer les historiques familiaux, ça doit créer quand même un lien fort avec les patients de poser des questions par rapport à leur famille. Oui, c'est ça. Et ça, c'est aussi une bonne façon, de commencer une consultation et tout ça parce que ça leur sent, si particulièrement en prénatal, quand ils ont eu une mauvaise nouvelle, je trouve des fois, avant de entrer dans le conseil et tout ça, et que ça peut arriver, on commence avec l'histoire familiale et ça leur calme, ça leur centre. Et des fois, ils vont commencer à rire avec leur conjoint parce qu'ils ne peuvent pas comme souvenir cette personne ou ils ne savent pas l'âge de leurs parents. Alors, c'est une façon comme d'établir le lien, de calmer les choses et comme établir cette relation-là d'une façon un peu plus calme. Et on découvre des choses vraiment intéressantes des fois. Comme des fois, on va avoir des familles que c'est comme incroyable la quantité de choses qu'ils ont dans la famille. Il y a un membre de la famille qui a la fibrose kystique et après, il y a l'épilepsie, il y a le cancer du sein à un jeune âge et après tout ça, il vient de la Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est comme, wow, une chose à la fois. Alors, des fois, ça ouvre, il vient pour une raison très spécifique, mais après, c'est comme la boîte de Pandora et tu ouvres plein de choses et c'est comme, OK, maintenant, on doit gérer tout ça et penser à toutes les choses-là et qu'est-ce qu'on peut discuter, qu'est-ce qu'on peut tester. Alors, c'est beaucoup. Et après, tu établis comme, ces personnes-là, ils sont à risque et tout ça. Alors, ça devient très, très large. Alors, oui, j'imagine. Ouais. Puis justement, ça me fait penser, c'est quand même une spécialité niche ou des fois qu'on a l'impression qu'elle est à part, mais est-ce que vous trouvez que vous utilisez encore beaucoup de vos connaissances de la médecine générale? Oui, parce que on voit un peu de tout. Alors, c'est impossible de savoir toutes les choses en génétique. Et on voit des patients qui viennent de chaque spécialité. Il y a beaucoup de Alors, il y a les immunologues qui vont envoyer des patients à nous, les neurologues, les oncologues. Alors, on doit avoir quand même une idée les types de traitements qu'on fait en cancer du sein et les différents sous-types de cancer du sein, cancer des ovaires, des différents problèmes immunitaires. Alors, je ne peux pas vous donner la quantité pour une prescription d'amoxicilline en ce moment. Mais il y a certaines choses qui sont toujours présentes. Pour le développement, beaucoup de nos patients qu'on voit ont des troubles de développement. Et des fois, la raison qu'ils viennent nous voir, c'est pour un TSA, un TDAH, un retard global de développement, un DI. Alors, je dois
À chaque fois, on parle de développement. Alors, quand je fais mon histoire, c'est vraiment du début à jusque maintenant. Alors, on parle de prénatal, on parle de le développement, tous les antécédents médicaux. Et on essaie de mettre tout ça ensemble dans notre tête quand on fait notre diagnostic différentiel. Et alors, pas, comme j'ai dit, des choses de base sont toujours là et des connaissances très particulières parce que on va toujours voir ces patients qui ont été vus par plusieurs hautes spécialités. Ils sont là pour une raison spécifique. Endocrinologie, le nombre de fois que j'ai calculé comme pour le hypercalciurie, hypercalcémie, faire le ratio et tout ça, et des choses que avant je l'ai appris pendant mon travail parce qu'avant, je n'ai jamais vu un patient pour ça. Alors, je le fais, mais je les vois assez fréquemment maintenant pour le hyperparathyroïdie, choses comme ça. Alors, la chose que j'aime beaucoup aussi de la génétique, c'est que, parce que c'est impossible de savoir tout, j'apprends tout le temps. Alors, avant de mes cliniques, je vais regarder qu'est-ce qui m'attend en clinique et je vais lire sur les choses-là. Parce qu'il y a juste trop savoir. Oui, puis c'est ça, un peu comme les spécialités devraient avoir une base en génétique. Vous avez dit aussi que dans la résidence, les 2 premières années, c'est vraiment un peu de toutes les spécialités avant de rentrer dans la génétique. Fait que c'était comment pour vous la résidence, justement? La partie moins génétique, la partie plus génétique, ça s'est passé comment? Alors, j'ai commencé ma résidence en néphrologie. Alors, j'ai fait néphrologie, c'était médecine interne. Alors, 6 mois de médecine interne ou 5 mois de médecine interne avec 2 mois sur les étages de médecine interne. OK. Et après ça, on a 1 mois de comme conseiller en génétique. C'était comme bien. Ça fait du bien. Oui. Mais on a fait neurologie. J'étais au Institut neurologique à McGill. J'ai fait néphrologie aux Juifs. On fait... C'est déjà tellement loin. Mais on fait toute tout la le tour là. interne. Alors, on a cette base-là. Ouais. Et moi, j'aime beaucoup les patients. J'aime parler aux patients. Alors, pour moi, comme, même si c'était pas mon intérêt comme fort, je prenais ce que j'avais besoin. Et d'habitude, c'était très bien parce que s'il y avait quelque chose en particulier intéressant au niveau génétique, j'avais toujours ces patients-là. J'avais aussi, je parle italien, alors quand j'étais au Juif, j'avais plein de patients italiens, alors je pouvais au moins pratiquer mon italien pendant que j'étais là. Maintenant, à Sherbrooke, je ne l'utilise pas très fréquemment. Mais il y a toujours quelque chose à apprendre et de voir l'aspect, particulièrement en oncologie, voir comment les patients sont gérés, parce qu'on a tellement un petit rôle, pas un petit rôle, mais comme... On les voit dans une... Ça se poursuit après. Ouais. Et comme c'est le traitement et tout ça, alors de voir le traitement, les difficultés pour les patients et tout ça. Et aussi l'exposition, c'est pas fun, mais l'exposition à les personnes qui sont en cours de mourir et comment les traiter, comment dealer avec tout ça. Ouais. Ça ajoute beaucoup à votre façon, à comment parler aux Tu dois toujours discuter ça avec les apparentés, avec le patient. Alors, c'est les types d'habilités-là, je pense j'ai essayé de travailler sur ça. Ouais. En pédiatrie, on voit beaucoup de cas pédiatriques. Ouais. Alors, dans ces cas-là, on fait... En neurologie, il y a beaucoup de chevauchements. On fait pédiatrie développementale. Alors... très, très, très pertinente pour la génétique. On fait les étages aussi. On parle aux patients, on parle aux parents. Alors, tout ça, c'est vraiment... Ça te forme comme un médecin. Et ces expériences-là, les choses de base que... Et même quand j'étais en pédiatrie, par exemple, on a vu un bébé qui pouvait pas bien boire. Alors, vraiment, prenait pas de poids, buvait pas bien. Et on a fait une ammoniaque et c'était à la fin une maladie métabolique de cycle d'urée. Alors, de voir cet côté de la présentation, où c'est comme, OK, quand est-ce qu'on demande la génétique et quand est-ce qu'ils vont être impliqués? Je trouve que ça, c'était l'autre aspect. Et aussi pour moi, je faisais mes stages avec les médecins, les résidents, les externes. Alors, c'était mon opportunité aussi de discuter la génétique parce que c'est assez... étrange comme spécialité, même quand j'étais en médecine, quand j'étais étudiante en médecine,
ils te demandent toujours qu'est-ce que tu veux faire. Et je disais toujours la génétique et c'était comme qu'est-ce que tu veux dire la génétique, c'est quoi ça? Alors j'ai l'opportunité de partager mes connaissances de génétique et pourquoi je pense que c'est intéressant, pourquoi je pense que c'est important que tout le monde sache. Alors et après en deuxième année, on fait comme dermatologie, on fait plein d'autres choses comme ça et après ça commence en troisième année. Puis c'est ça, on dirait que dans chaque spécialité, il y a un peu des qualités qu'on doit avoir pour faire ça. Tantôt, vous avez mentionné que quand vous regardez le génome, vous étiez un peu comme OCD. Est-ce qu'il y a comme des qualités que les étudiants doivent avoir absolument pour faire la génétique, ou un stéréotype, ou peu importe comment qu'on l'ait? Je ne sais pas parce que c'est tellement variable comme spécialité, comme si tu aimes vraiment la recherche... Tu peux être un peu moins à l'aise avec les patients. Je pense que tout le monde je pense que c'est important d'aimer les patients, comme dans toutes les spécialités. Je pense que ça, c'est le but, les patients. Alors, mais comme moi, j'aime beaucoup parler, alors j'aime l'aspect clinique beaucoup. J'aime le labo, mais c'est complètement... Ça fait travailler une différente partie de mon cerveau, mais jamais... Je pourrais dire, je ne vais plus faire la clinique. J'adore la clinique, j'adore parler aux patients, j'adore courir après un petit enfant qui ne veut pas être examiné. Il y a des personnes qui préfèrent être plus dans l'aspect l'enseignement ou dans l'aspect recherche ou labo. Alors, parce qu'il y a plein de différentes façons de gérer, pas de gérer, mais de planifier ta vie en génétique. Je pense que c'est accommodant pour beaucoup de différents types de personnalités. Et j'ai travaillé avec beaucoup de généticiennes et il n'y a vraiment pas quelque chose qui est autre que... Mais je pense que ça, c'est tout le monde en médecine. On est tous des nerds. Je pense que c'est assez normal. On aime la génétique, c'est quelque chose de très particulier à aimer. Peut-être un peu plus nerd pour aller j'ai des petites boucles d'oreilles de ADN. J'avais remarqué, c'est cute. Alors, on est très particulier, on aime quelque chose. Il y a un peu de faith dans notre spécialité parce qu'on ne voit pas l'ADN. Alors, on doit avoir confiance en la technologie et de les résultats et tout ça. Alors, je pense qu'il y a cet aspect-là qui est un peu différent, sauf les cytogénéticiennes. Eux, ils peuvent voir les chromosomes. Moi, je peux les voir, l'interpréter, ça, c'est différent. Je sais quand il y a un extra. Mais je pense que c'est vraiment accommodant à beaucoup de types de personnalités. Et j'ai travaillé avec plein de différents types de personnalités. Et même dans nos résidents, on était très différents un à l'autre. Et je pense que c'est nécessaire parce qu'on a besoin de différents types de personnes. Et on a besoin de les personnes qui font de la recherche. On a besoin de les personnes qui sont plus à l'aise avec l'enseignement, des personnes qui aiment faire juste la clinique. Et le labo, c'est aussi important. Alors, je pense que c'est vraiment autre que... un intérêt en génétique est quelque chose de très, très particulier. Et d'être à l'aise, des fois, avec... Il y a des... Comme dans certains moments, je vois des patients dans la plus terrible journée de leur vie. Alors, en prénatal en particulier, personne ne veut voir la génétique. En général, personne ne veut pas voir. Qui veut voir la génétique? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, mais en prénatal, la plupart des fois, ce qui arrive est qu'ils vont faire l'échographie et ils trouvent quelque chose et maintenant la génétique est là. Et alors, moi, je les vois dans les circonstances terribles et tu dois être capable de gérer ça. Ça peut être lourd des fois, mais on a cette lourdité. C'est lourd dans chaque spécialité. Chaque spécialité a des cas difficiles. On a des patients qui vont être difficiles, des cas qui vont être terribles. Alors, c'est d'être confortable avec ça. C'est juste qu'en génétique, je pense que peut-être c'est un peu... Bon, pas vraiment, parce qu'il y a l'oncologie et tout choses comme ça. Mais en génétique, on gère quelque chose familial. Il y a beaucoup de... des fois, les parents vont sentir une culpabilité. Et je leur dis tout le temps, ça, c'est une des raisons que j'aime la génétique, parce que c'est jamais la faute de quelqu'un. On ne peut pas contrôler notre ADN. On ne peut pas contrôler quelque chose qu'on ne sait même pas ce qui est là. C'est juste après qu'on trouve la réponse qu'on sait que c'est là et on peut le gérer. Mais comment est-ce que tu sais que tu passes quelque chose à tes enfants? C'est impossible de le savoir. Alors, c'est vraiment de gérer tout ça. Je pense que tu dois être capable de vraiment
prendre la joie de les autres aspects du travail Ouais. pour compenser pour ces choses-là. Mais ça, c'est quelque chose en médecine en général. Tout le monde doit gérer ça. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Ça vient avec le fait d'être un médecin, de donner des mauvaises nouvelles des fois. Là. C'est ça. Puis que comment vous avez décidé d'aller à Sherbrooke, puis c'est comment de travailler dans un milieu un peu plus rural, on peut dire que... Oh, je l'adore. C'est vraiment... J'adore l'Estrie. C'est étrange parce que j'ai toujours vécu à Montréal. J'ai été à Montréal toute ma vie. Je suis née ici. Mais j'ai jamais vraiment exploré l'Estrie. Et quand j'ai décidé de prendre la job là, mes parents ont aussi déménagé avec moi. Ils sont à la retraite et on a dit, let's go. You know? Alors, on a pris comme ça aussi, de trouver une maison plein COVID. C'était pas idéal. Mais pour 6 mois, on a cherché cette maison. Et on était là chaque fin de semaine. Et chaque fois qu'on voyait une nouvelle partie de l'Estrie, on était comme, oh my God, c'est incroyable ici. C'est tellement beau. On a comme un étang, on a une forêt, c'est très, très beau. Le milieu universitaire, le Sherbrooke, ça semble plus petit, mais c'est vraiment... C'est une très grande université. Mm-hmm. J'aime beaucoup la façon je me suis impliquée beaucoup dans le prédoc en médecine. La façon qu'il enseigne, c'est vraiment actif, proactif, avec les petits small groups et des choses comme ça. Alors, c'est vraiment intéressant. J'ai beaucoup d'opportunités pour interaction avec les étudiants. Ils sont très... les différents formats d'enseignement, c'est vraiment intéressant. Et on voit la variabilité des patients. C'est vraiment impressionnant. J'avais peur un peu parce que je dis, c'est plus petit, j'étais à McGill, blablabla. Mais honnêtement, j'ai vu des choses que j'ai jamais vues à McGill. Oh, ouais, OK. On a des cas vraiment intéressants. Et honnêtement, les patients, ils sont tellement comme... chill. C'est vraiment intéressant. C'est un groupe de patients qui sont vraiment à l'aise avec les choses. Et c'est toujours une très bonne conversation. Ils sont tellement... C'est tellement le fun de travailler avec eux. Et l'équipe qui est à Sherbrooke, honnêtement, je les adore. Alors, on est 5 généticiens. On a maintenant combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6 conseillères en génétique. On a des infirmières qui travaillent avec nous, nutritionnistes. On a tous nos personnels de labo. On a notre bioinformaticienne, je ne sais pas comment il fait ces choses, mais chaque fois que je ne peux pas faire quelque chose, il est là. Et alors, c'est vraiment le fun. On a cet aspect lab. On a notre lab, on valide les tests, on développe les tests nous-mêmes. Alors, et on fait des tests somatiques aussi, qui est un peu différent. Alors, sur les tumeurs, on va commencer bientôt à faire le BRCA1, BRCA2 dans les ovaires, dans les prostates pour les inhibiteurs de PARP. Alors, c'est tellement dynamique. Et c'est vraiment un beau milieu. Vraiment, j'aime beaucoup l'hôpital. Tous nos collègues, on travaille bien ensemble. Alors, je l'adore, honnêtement. J'avais peur parce que j'ai fait un stage là, évidemment, quand j'étais résidente, mais c'était un gros changement d'aller à McGill, un milieu anglophone aussi. Ouais. Et j'avais aussi peur parce que j'étais comme, oh non, est-ce que mon français va être assez fort? Quand j'ai commencé, j'avais une mal de tête tout le temps parce que c'était tellement un effort de parler en français. C'est beaucoup mieux maintenant. Mais non, c'est vraiment... j'encourage des personnes à vraiment, s'ils sont ici à Montréal, de visiter Sherbrooke. Et c'est vraiment un milieu excellent. Et la structure aussi c'est une structure différente à penser. Alors, on est des professeurs à l'université. On a on a comme une pension, on a pour la retraite et tout ça. Il y a les avantages vraiment sociaux, économiques qui sont là. Et ça coûte beaucoup moins de vivre en Estrie qu'ici. Hein? Mais c'est super intéressant parce que c'est vrai qu'on se fait souvent dire que dans les plus petits centres, il y a moins de cas complexes et tout ça. Fait que c'est vraiment intéressant, je trouve, c'est bon à savoir. que finalement... Oui, c'est comme vraiment... Les choses que je vois dans une clinique, des fois, c'est comme... Qu'est-ce qui se passe ici? Parce que c'est aussi un grand... parce qu'il y a Sherbrooke, mais il y a tous les alentours de Sherbrooke. Ouais, alors, on grand voit des territoire. personnes de Lac-Mégantic, Ouais. de Québec, des fois, ou de Trois-Rivières. Alors, c'est un peu de partout. OK. Alors, c'est très variable. Et j'ai fait des diagnostics vraiment intéressants et vraiment des cas vraiment cool. Puis pour finir, ça n'a pas été votre cas de devoir vraiment
vous questionner sur votre choix de spécialité, mais auriez-vous quand même des conseils pour les étudiants comme nous qui essaient de trouver dans quoi ils seraient heureux dans la vie? Alors, premièrement, écoutez le podcast. Yes! Mais je pense que avoir un peu d'exposition à un peu de tout et de prendre la chance d'aller... Pendant la médecine, on va avoir exposition à médecine interne, à chirurgie, choses comme ça. Ouais. D'essayer d'explorer des choses qui sont un peu plus étranges. L'immunologie, la génétique, des choses comme beaucoup plus spécifiques. Et juste, on a le droit de faire des stages de comme 2 semaines. Ouais. On a aussi le droit de juste faire c'est quoi le mot? Shadowing. Ouais. Même si tu veux pas dire, OK, je veux pas mettre 4 semaines en ça, visiter une clinique, voir qu'est-ce qu'on fait, juste pour l'exposition. Je sais que dans certaines spécialités, il y a des stages obligatoires en génétique, mais en médecine, c'est des choses qu'on n'a pas beaucoup d'exposition. Ça va faire partie de votre spécialité, n'importe quelle spécialité. Il y a un peu de la génétique dans tout. Alors, je pense que ça vaut la peine au moins de visiter une clinique, voir qu'est-ce qui se passe, être un peu plus à l'aise avec ça, visiter les différentes spécialités. Ouais. Je pense que c'est vraiment... On prend tellement de temps pour arriver à ce point-là. C'est long et c'est difficile et tu dois penser que c'est quelque chose que tu vas faire pour le restant de ta vie. Alors, tu dois vraiment choisir quelque chose que tu adores, que tu aimes vraiment et que tu vas pas comme devenir comme jaded et cynical à la fin. Tu veux vraiment quelque chose que la passion est toujours là. Ouais. Parce que la plupart de nous, on va travailler jusqu'à comme la 70e. Ça arrive assez souvent. Alors, je pense que vraiment de choisir quelque chose qui est aussi, qui joue avec vos fortés. Alors, si vous êtes vraiment plus intéressé par la recherche, choses comme ça, choisir une spécialité qui vous laisse vraiment beaucoup de place pour faire la recherche. C'est beaucoup plus commun maintenant. Je pense que la plupart des spécialités sont très ouvertes à la recherche. Alors, je pense que ça, c'est une option. Mais si vous voulez juste voir des patients, si vous aimez vraiment les patients qui sont en bonne santé tout le temps, ça, c'est un choix à faire. Si vous aimez voir des cas plus rares, ça, c'est un autre choix. Si vous aimez des cas des personnes adultes, je pense que en commençant, c'est de choisir le type de patient que vous voulez voir et ce qui vous intéresse vraiment. Et après ça, c'est vraiment de voir qu'est-ce qui se passe parce que la pratique est vraiment différente de les cours. Ouais, alors, je pense que sur papier. Oui, exact. Alors, quelque chose peut être vraiment excellent sur papier, mais quand tu entres dans la clinique, c'est comme, oh non, je ne peux pas faire ça. Alors, je pense que d'entrer en clinique le plus possible, même si c'est pour une demi-journée, c'est toujours possible. Si les personnes veulent faire ça en génétique, moi, je suis toujours disponible. Super. Mais merci beaucoup, Dr. Anastasia. Ça a été un plaisir. Ah, c'est rien. C'était un plaisir, vraiment. Merci.